Et la principale intrigue de la semaine est de savoir si l'idée de Trump d'un cessez-le-feu de 30 jours fonctionnera. Après le scandale dans la Maison-Blanche, l'Ukraine a réussi à faire une percée diplomatique à Jeddah, avec un réel succès dans la reprise de l'assistance militaire et la fourniture de renseignements. De plus, il n'y a plus aucune réclamation contre l'Ukraine et l'équipe Trump doit maintenant prouver qu'elle peut au moins faire quelque chose avec Poutine. Nous parlons aujourd'hui de tous les rebondissements dramatiques de la semaine. Et maintenant, les détails de la principale bataille qui s'est déroulée cette semaine et dont personne n'aurait pu prédire les conséquences. La politique de Donald Trump semble trop stupéfiante aujourd'hui. De la fermeture de la voie de l'Amérique à une guerre commerciale avec ses plus proches alliés, de l'imposition de la paix à l'Ukraine au soutien des récits de la dictature russe. Dans le même temps, compte tenu du rétablissement des relations entre Washington et Moscou, on ne sait toujours pas qui mange qui dans le jeu du chat et de la souris. Et le résultat des négociations que l'Ukraine a obtenu maintenant, nos partenaires européens l'ont qualifié de sortie idéale d'une situation sans issue. La correspondante de TSN aux États-Unis, Olga Kochelenko, parle de la manière dont l'Ukraine a réussi à marcher sur le fil du rasoir. Les négociations à Jeddah ont été planifiées dans un contexte extrêmement difficile et émotionnel. Le scandale dans le bureau ovale entre les présidents Trump et Zelensky, avec la participation active du vice-président Vance, n'a pas seulement eu le temps d'être oublié. Au moment où les délégations sont arrivées en Arabie Saoudite, la tension avait atteint son paroxysme. L'aide militaire américaine et l'accès aux renseignements ont été gelés, ce qui a déjà donné aux Russes un avantage dans leur progression dans la direction de Koursk. Le représentant spécial Keith Kellogg, dont le rôle dans l'administration a été considérablement réduit, a comparé de manière désobligeante l'Ukraine à un âne qui a reçu une tape sur le nez de douleur. De hauts responsables de l'administration Trump ont rivalisé pour exiger que le président ukrainien modifie sa position de négociation ou démissionne. Les négociateurs de Jeddah sourient crispement aux caméras, la porte se referme. Puis plus de 8 heures de négociations avec une courte pause pour un déjeuner de travail. Zelensky a dirigé à distance la position de la partie ukrainienne, a déclaré le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Georgy Tykhy. En conséquence, délégation ukrainienne semble satisfaite. L'essentiel est une aide militaire et sécuritaire débloquée. Prix. L'Ukraine a accepté un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Nous pensons que c'est positif. Nous sommes prêts à franchir cette étape. Les États-Unis doivent convaincre la Russie de le faire. En d'autres termes, nous serons d'accord et si les Russes sont d'accord à ce moment précis, le cessez-le-feu fonctionnera. Un cessez-le-feu en soi ne change rien de radical pour l'Ukraine. Mais maintenant, la balle est dans le camp de Poutine que l'on considère à Kiev comme étant désavantageux. Le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, le dit aussi, « Nous attendons avec impatience une réponse. » Nous leur transmettrons cette offre, nous leur dirons ce qu'il y a sur la table. L'Ukraine est prête à arrêter les tirs et à commencer à parler, et puis ils décideront oui ou non. J'espère qu'ils diront oui, et s'ils le font, cela signifiera que nous avons fait de grands progrès. S'ils disent non, nous saurons malheureusement qui est un obstacle à la paix ici. Le cessez-le-feu pourrait être la première victoire tactique de Trump, qui a récemment promis de mettre fin à la guerre en 24 heures, mais qui n'a admis qu'au cours du deuxième mois que ses promesses étaient irréalistes. Je ne sous-estime pas la complexité de tout ce qui se passe, mais lorsque vous étiez candidat, vous avez dit que vous finiriez tout en 24 heures. Eh bien, je l'ai dit avec sarcasme. En fait, je voulais dire que je voulais le réparer. Extrêmement satisfait de l'accord de Kiev sur un cessez-le-feu, le président des États-Unis envoie son représentant spécial, Steve Witkoff, à Moscou. Jusqu'à récemment, Witkoff était un promoteur immobilier new-yorkais et un ami de longue date de Trump. Il n'a aucune expérience des négociations au plus haut niveau, si ce n'est que Poutine lui a récemment rendu l'Américain Mark Vogel, qu'il retenait illégalement en captivité depuis plus de 3 ans. Pour Poutine, le limogeage de Vogel est un modeste cadeau fait à Trump, qu'il promeut activement depuis plusieurs années. Selon le journaliste américain Bob Woodward, la communication entre Trump et Poutine ne s'est pas arrêtée alors que le 45e président américain était dans l'opposition. Et après la réélection de Trump, Poutine, à la manière du KGB, complimente le cher Donald et envoie des signaux sur le renouvellement du partenariat. Et le simple fait de laisser entendre que Poutine ne le respecte pas, mais le manipule,
irrite Trump. Le président Poutine vous manque-t-il de respect en attaquant l'Ukraine à un moment où vous essayez de parvenir à la paix? Que fait-il? Me méprise-t-il? Qui représentez-vous? Moi, Michael Dearbaum, le Washington Post. Vous avez perdu confiance. Il n'y a pas un seul plan du séquence protocolaire de la rencontre entre Poutine et Vitkov. L'envoyé américain n'a pas le même rang que le président de la Fédération de Russie. Mais à part Poutine, personne n'est autorisé à négocier au bord de la faute, où la tâche n'est pas de refuser, mais aussi de ne pas accepter. Vitkov n'est pas encore arrivé au Kremlin, et Poutine a déjà remercié Trump pour l'initiative de maintien de la paix, visant à cesser le feu. Et puis il a clairement indiqué qu'une trêve inconditionnelle était inacceptable pour lui. Nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin aux hostilités, mais nous pensons que cette cessation devrait être telle qu'elle conduise à une paix à long terme et qu'elle s'attaque aux causes profondes de cette crise. Peu importent les arguments avancés publiquement par Poutine contre un cessez-le-feu inconditionnel. Ce ne sont pas des arguments, c'est de la rhétorique. Poutine, comme auparavant, n'est pas d'humeur à la paix. Son objectif est de détruire et de soumettre l'Ukraine autant que possible. Le Washington Post a publié cette semaine des documents faisant référence aux services de renseignement européens. Ils ont obtenu un document élaboré par un centre d'analyse proche du FSB. Il contient de véritables propositions de Poutine à Trump. En substance, il s'agit d'un redéploiement du monde entre deux. Le délai de règlement proposé par Poutine est jusqu'en 2026. Il souhaite la reconnaissance de la souveraineté russe sur les territoires ukrainiens occupés. Il rejette la possibilité de la participation de casques bleus européens. En revanche, il propose de créer sur le territoire ukrainien, près des frontières de la Russie, une zone démilitarisée et prévoit également un remplacement complet du pouvoir en Ukraine. Entre les lignes, on lit une orientation pro-russe. De son côté, le Kremlin propose une coopération dans le développement des métaux rares, notamment sur les territoires ukrainiens occupés. Il promet de ne pas déployer de missiles balistiques de moyenne portée Oryechnik sur le territoire de la Biélorussie. Les États-Unis, de leur côté, doivent également renoncer au déploiement de nouveaux systèmes sur le continent. De Trump, Poutine attend un arrêt complet des livraisons d'armes à l'Ukraine. Il promet également de ne pas armer les pays hostiles aux États-Unis. Ici, il est clairement question de l'Iran. Bien sûr, il s'agit d'une liste maximaliste des caprices de Poutine. Après que Washington ait abandonné plusieurs arguments forts en faveur de l'Ukraine avant le début des négociations, par exemple en excluant la possibilité d'adhérer à l'OTAN, il a déclaré sans équivoque l'inévitabilité des concessions territoriales. Poutine se tourne les pouces sans vergogne, énumérant ce qu'il veut encore. Après le retour de Vitkov de Moscou, Trump a qualifié ses entretiens avec Poutine de très bons et productifs et a déclaré qu'il y avait une chance de paix. Et il a avalé, ou fait semblant d'avaler, les mensonges de Poutine sur le prétendu encerclement des troupes ukrainiennes à Koursk. Les services de renseignement américains savent qu'il n'y a pas d'encerclement, mais les paroles de Trump dans le message de Truth Social correspondent littéralement à ce que Poutine a dit. En ce moment même, des milliers de soldats ukrainiens sont complètement encerclés par les soldats russes et se trouvent dans une position très mauvaise et vulnérable. J'ai demandé avec insistance au président Poutine d'épargner leur vie. Quant aux résultats des négociations à Moscou, Trump a promis, pour une raison inconnue, de ne les évaluer que lundi. Mais les dirigeants européens sont pleinement conscients que Poutine recrute Trump et ne le laisseront pas tranquille longtemps. Cette semaine, la Maison-Blanche a accueilli le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, l'un de ces représentants de la vieille Europe que Trump apprécie réellement et mentionne même lors d'une conversation dans le bureau ovale qu'il a soutenu Rutte pour le poste de secrétaire général de l'Alliance. Rutte esquive délicatement le sujet lorsque Trump n'exclut pas la possibilité d'annexer le Groenland, une île appartenant au Danemark, l'un des pays fondateurs de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Rutte plie sa ligne. L'OTAN doit affronter des ennemis communs. Nous devons produire plus d'armes. Nous n'en faisons pas assez, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et nous sommes à la traîne par rapport aux Russes et aux Chinois. Ce qui empêche Trump de tomber dans les bras de Poutine, c'est l'état d'esprit qui règne dans le pays. La plupart des Américains n'aiment pas Poutine et le considèrent comme un ennemi des États-Unis. Le vice-président J.D. Vance a été hué cette semaine même lors d'un concert de musique symphonique. Et quel spectacle a interprété Petrouchka de Stravinsky.
Les frappes par derrière ont été effectuées par le cousin de Vance, Ned. Ancien marine américain, il s'est avéré qu'il a combattu pendant 3 ans pour l'Ukraine au sein des Vovki da Vinci et n'est rentré chez lui qu'au début de 2025. Après de longues réflexions, comme l'a formulé l'animatrice de CNN, Ned Vance est venu la voir en interview pour expliquer pourquoi il n'est pas d'accord avec la politique menée, notamment par son cousin. Si vous essayez de traiter avec les Russes à travers une optique américaine, cela se retournera contre vous. Ils ne pensent pas comme nous. Je parle maintenant de la classe politique. J'ai vu de mes propres yeux comment ils tirent sur leurs troupes assez souvent. Ce n'était pas un cas isolé. J'en ai vu suffisamment pour considérer que c'est leur politique lorsque les troupes se retirent. Ces gens n'hésitent pas à dévorer les leurs. Ils n'hésitent pas à manger le président ou le vice-président des États-Unis. Mais ce qui frappe le plus les Américains, ce ne sont pas les mots sur l'éloignée Ukraine, où ils n'ont généralement pas été. De plus en plus souvent, on entend les mots crise, récession et inflation. De nombreuses guerres commerciales lancées par l'administration Trump secouent l'économie. Le marché boursier des États-Unis a connu une chute au début de cette semaine et les commentaires du président, allant de « peut-être que nous devrons faire face à des difficultés » à « en fin de compte, nous serons quand même très riches », ne rassurent pas vraiment les Américains. Que puis-je vous dire? Bien sûr, vous en doutez, et moi je sais tout. Nous allons gagner des centaines de milliards de dollars avec les droits de douane, et nous serons tellement riches que vous ne saurez pas quoi faire de cet argent. Je vous le dis, vous ne faites que regarder.